Tout ça, hein. Bonjour. Eh bien, nous allons donc commencer cette session sur la réforme de la formation professionnelle. Nous sommes donc Gilles Bessières et François Galinou. Alors, la présentation va durer 45 minutes et ensuite nous consacrerons 15 minutes à recueillir et répondre à vos questions. Alors, alors, quelques règles pour le webinaire. Donc, fermez bien vos téléphones pour éviter les interférences. Fermez votre micro. Nous sommes 500, donc impossible de chatter oralement, tout au moins. Et vous pouvez utiliser la fonction chat pour nous envoyer vos questions. Alors, je vais donner la parole à Gilles Bessières, qui va se présenter. Et bonjour à tous. Donc Gilles Bessières, donc directeur général d'LR Business Assurance France, en charge du département technique et notamment concepteur du référentiel LRQA décret et qualité qui a été mis en place par rapport aux règles décret qualité soumises par le CNEFOP. Moi, je suis François Galinou, donc le président de l'ICPF et PSI. Je suis investi dans la qualité de la formation depuis 1995. Je suis membre de la commission de normalisation formation professionnelle. Donc, je suis un passionné de la qualité de la formation. Alors, donc je vais vous présenter très rapidement le groupe Lodge Register. Donc le groupe Lodge Register a une vocation initiale, c'est aider et protéger la vie et les biens, et soutient la recherche en éducation et en ingénierie, puisqu'on travaille pour une fondation et donc qui s'arc-boute sur trois divisions principales: la marine qui est à l'origine de la société, l'activité marine de classification des navires, la partie énergie qui concerne tout ce qui est inspection, et la partie LRQA dans laquelle nous sommes et où nous avons travaillé sur la notion de certification, et notamment le décret qualité. Alors, nous sommes à l'ICPF, nous, on est une structure à taille humaine hein, par rapport au groupe LR. On existe depuis 1995. On contribue à la croissance des organisations par l'épanouissement des professionnels. On a aujourd'hui 1500 certifiés, 10 collaborateurs, 20 partenaires référents que je salue, un club de certifiés et un partenaire stratégique qui est LR avec qui on agit de concert. On est aussi un acteur de la normalisation depuis les débuts de la normalisation en France. On a à notre actif la norme ISO 29990 auquel j'ai participé personnellement, la norme ISO 29293 qui devrait la remplacer et toutes les normes françaises en formation professionnelle. Alors voici, on va aborder 3 sujets. Le premier, c'est on va vous parler de la situation. Au-delà de ce qu'on peut lire dans les journaux qui ne traduit pas toujours la réalité du terrain, on va vous parler de votre présent. On va tenter de donner du sens à ce que vous vivez aujourd'hui, vous permettre d'anticiper, de vous adapter, de profiter des opportunités. On va vous parler de la réforme de 2018 dont on voit non pas les effets, mais parce que les effets des réformes qu'on voit, c'est celles de 2014, mais qu'on va voir les effets à partir de 2020-2021, l'évolution du système et de son fonctionnement, le planning et l'avis des professionnels certifiés ICPF et PSI. Dans une deuxième partie, nous verrons nos offres. Pour certains, ce sera un rappel qui vous permettra de mieux vous situer par rapport à ce qu'on vous propose.
Et enfin, nous allons parler de stratégie. Comment choisir sa certification? Quelle est notre stratégie à nous? Et quelles sont les opportunités qu'on voit sur ce marché? Alors, la situation, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Déjà, ça, c'est vos clients qui le vivent. C'est vraiment impossible de faire financer les formations sans être référencé. C'est-à-dire que systématiquement, vos clients se voient sommer l'organisme de formation soit sur Datadoc ou soit référencé sur le catalogue. On a même dans certains cas des OPCA qui ont d'ores et déjà commencé à demander à certains organismes de formation d'être, au-delà du référencement simple sur Datadoc, d'être certifiés. Alors nous avons aujourd'hui, en termes de chiffres, on a environ 54 000 OF qui sont inscrits sur Datadoc, dont 7 000 certifiés et 33 000 référençables. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 36 000 organismes qui n'ont rien fait. Voilà. Alors, ce que vous vivez aussi pour certains, c'est les contrôles, ces contrôles qui vont perdurer au-delà de 2021. Donc, on a eu en 2018 800 contrôles. On en a 3 000 en cours là qui sont en train de s'achever. Là, on a des retours. On voit certains points. Gilles, un mot là-dessus sur ces retours de contrôle? Oui, donc on a, bien évidemment, on a les premiers retours, donc surtout sur les clients certifiés, puisque par définition, les autres, on ne les connaît pas, puisque la partie référencement Datadoc, c'est la procédure simplifiée. Mais ce qu'on peut dire à travers donc ces premiers, on n'appelle pas ça un audit, hein, ils appellent les organisations qui gèrent ça appellent plutôt un contrôle. Donc les retours sont plutôt bons sur les gens certifiés. Donc, il n'y a aucun organisme qui était certifié, qui a été recalé par ce contrôle, qui passait du référencement à l'officialisation de la référence. Donc, ça veut dire que le travail qui est fait via la certification apporte déjà un plus d'organisation, de structuration, et on est très satisfait qu'on n'a pas été pris en défaut par rapport à quelque chose qui est contrôlé en parallèle. Alors, excusez-nous, un petit problème technique. Donc, on a une prise de conscience des entreprises de l'existence de la certification qualité et de l'obligation de formation. Alors, les entreprises aujourd'hui réalisent qu'il y a des organismes de formation certifiés, réalisent qu'il y a des formateurs certifiés. Du coup, elles ont tendance à, notamment quand il s'agit de faire des appels d'offres, à valoriser la certification. Et d'autre part, on a aussi une prise de conscience de l'obligation de formation, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui doivent proposer des formations à l'ensemble des collaborateurs, ce qui est un changement culturel en matière de gestion de la formation très important. Alors, la réforme 2018, quels sont les points clés, hein? Alors, bon, le volet vraiment important, c'est le volet qualité. Donc ça, on le dit et on le redit, mais le ministre l'a annoncé depuis longtemps, c'est l'obligation de certification. Ça, bon, maintenant, au 1er janvier 2021, ce sera en œuvre. Donc, on a cette obligation. Voilà. Ce qui veut dire que
Et alors là, il y a un point important à comprendre, c'est que parce qu'on a une tendance à ne voir que Datadoc, mais en fait, Datadoc n'est utilisé que par les OPCA au sens large et n'est pas utilisé par les régions et le Pôle emploi qui représentent plus de la moitié des financements publics de la formation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Datadoc, on ne sait pas encore ce que va devenir cette plateforme, mais déjà, elle ne transite que par cette plateforme qu'un tiers des financements. Et ce qui est supprimé, et ça c'est une certitude que vous pouvez avoir, c'est les procédures internes de référencement des financeurs. Ça, c'est terminé. Les financeurs devront obligatoirement référencer uniquement des organismes de formation certifiés. Et le contrôle, et ça aussi c'est le point important, le contrôle et la sélection des organismes certificateurs qui étaient faites par le CNEFOP sera dorénavant faite par le COFRAC. C'est ça qui change. Voilà. Alors un commentaire sur le COFRAC, Gilles? Sur le COFRAC par rapport à donc il y a une évolution donc naturelle qui va se substituer, comme disait François, par rapport au CNEFOP. Quelque part, on a une planche plus loin qui parlera un petit peu d'accréditation, mais globalement, il n'y a pas de changement pour les organismes de formation. C'est que les étages au-dessus et de tutelle qui évoluent. Donc, c'est à nous, certificateurs, de s'adapter et pas aux organismes de formation. Alors, sinon, le but de la réforme, cette réforme, elle est faite pour les salariés et pour les entreprises. Elle n'est pas faite pour nous, malheureusement, organismes de certification ou organismes de formation. Elle est faite pour les salariés et les entreprises. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est de simplifier l'accès à la formation et que ce soit plus clair. Donc, on va avoir un CPF libellé en euros. On va avoir une promotion, une mise en valeur plus importante de la certification professionnelle et une simplification, c'est-à-dire que maintenant, à partir du moment où on sera inscrit, on aura une formation avec une certification inscrite sur le registre des certifications professionnelles, il n'y aura plus besoin de le porter en plus sur des listes dites CPF. Donc ça, c'est les listes CPF disparaissent. Enfin, on va avoir une application, le salarié, le demandeur d'emploi pourra choisir et acheter sa formation à travers une application qui va être mise en œuvre. Et enfin, on va mettre en œuvre un dispositif de conseil, ça s'appelle le conseil en évolution professionnelle, qui va permettre de guider les salariés dans leur choix de formation. Alors, les OPCA qui sont, je le dis une fois de plus, donc une partie des financeurs, vont devenir des opérateurs de compétences, des OPCO, avec des missions élargies. La collecte sera désormais assurée par les URSSAF et le financement, la gestion des fonds sera assurée par la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est une évolution importante et on va concentrer les OPCO sur leur rôle de conseil et d'accompagnement. Enfin, cette réforme, elle ajuste aujourd'hui à des nouvelles formes de formation, même si je n'aime pas trop ce terme, parce que là, j'ai le sentiment que la formation en situation de travail, les consultants formateurs le faisaient depuis longtemps. Donc ça, c'est plutôt une reconnaissance de quelque chose qui existe. Bon, le digital learning, là, tout le monde en parle, et effectivement, la réforme a voulu faciliter la prise en compte, le financement, le développement de ces nouvelles formes de formation. Enfin, ce qui va changer, on a d'ailleurs tendance souvent à confondre la formation professionnelle avec la gouvernance de la formation. Alors la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui oriente la stratégie de la formation et ce qui la finance. Donc on avait c'était le jeu des acronymes. On avait quatre entités, donc je ne reviens pas dessus, qui vont être fusionnées en une seule, qui va s'appeler France Compétences, et donc dans lequel siégeront des représentants de l'État, des régions et des partenaires sociaux, et qui va là apporter beaucoup plus de cohérence, puisque on l'avait vu notamment sur en ce qui nous concerne, était directement impacté. Là, on avait les exigences en termes de certification qui étaient portées par le CNEFOP
Et parallèlement, le Copanef promouvait les critères et le Datadoc. Et donc, c'était parallèle, mais pas complètement cohérent. Et donc là, on va avoir beaucoup plus de cohérence. Ok, alors, donc je laisse la parole à Gilles. On va vous parler un petit peu du. Là, c'est un petit peu un refresh, mais ça permet de recaler un petit peu tout le monde au même niveau. Donc, surtout sur le système et son fonctionnement, on va vous expliquer, je vous explique un petit peu le parcours, hein, qui est quand même un parcours qui est assez compliqué. Donc, on part du stagiaire qui est informé, hein, qui est issu d'une société cliente et qui mandate un organisme de formation, donc un organisme de formation qui a déjà une déclaration d'activité ou sur le point de l'avoir. Tout ça en relation avec les financeurs, les OPCA et d'autres donneurs d'ordre qui sont dans le circuit. Donc, à partir de ça, on émet un certificat qui était reconnu par le CNEFOP. Et où l'autre moyen qu'avait l'organisme de formation, ben, c'est de faire une déclaration simplifiée auprès du Datadoc et avec des créations de catalogues de référence avec les financeurs, sachant que notamment par exemple les 21 OPCA avaient des contraintes, certaines contraintes différentes en fonction de leur secteur d'activité. Donc pour finir le voyage, ce parcours, donc bien évidemment ce certificat reconnu était agréé par le CNEFOP, qui est un petit peu l'organisme statutaire qui gérait ça et qui a obligé les certificateurs que nous sommes à créer un propre référentiel issu du décret qualité. Donc on reviendra tout à l'heure sur ces produits, sur les deux certificateurs que nous sommes. Et bien évidemment, le NEFOP, ben, ces critères de base, c'était les 6 critères du décret qualité, du 790-2015, et avec un lien avec les procédures internes par les financeurs. Donc, ça, c'est la photo actuelle. Et si on se projette au plus tard, en début janvier 2021, ça donnerait ça. Donc, en fait, France Compétences, ça sera la structure dont parlait François, qui est un petit peu l'organisme qui va créer, à la place des secrétaires qualité, un référentiel national, donc avec des modalités de certification. Le CNEFOP sera remplacé par une accréditation COFRAC. Et après, les certificats à qualité seront certificats indépendants, suivant ce référentiel. Donc, il n'y aura plus des référentiels à la carte par organisme. Donc, ça permettra d'avoir un alignement, une rationalisation des produits et au moins un moyen de contrôler, de monitorer tout l'ensemble. Et on aboutira sur un certificat accrédité pour les organismes de certifier. Donc voilà un petit peu l'étape qui a une courbe de gestation entre l'année 2019 et l'année 2020. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, merci Gilles pour cette brillante démonstration. Je pense que quand on aura compris ce schéma, on fera des affaires. Parce qu'il n'est pas simple. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le référentiel national va se baser sur les critères du décret. Donc là, on est sûr qu'il y a une continuité en termes d'exigence de certification. Il y a même une possibilité que ce nouveau certificat soit en fait moins exigeant que ce que l'on demande nous aujourd'hui certificateurs. Et par contre, ce qui reste à définir, parce que là on est ce qui reste à définir, c'est à identifier, c'est comment on va, c'est plus sur la manière de certifier, la manière d'auditer qu'il va y avoir des changements que sur les exigences en tant que telles. Voilà. Alors le système en vigueur. On a l'accréditation, donc là je vais laisser Gilles définir ça parce que c'est lui le spécialiste.
Donc, on parlait jusqu'à maintenant d'un agrément, hein, d'une reconnaissance par l'organisme CNEFOP. Et donc, l'accréditation, c'est un schéma international. Hein, donc, c'est une reconnaissance par un organisme tiers. Donc, chaque pays a, en règle générale, un accréditeur. Bon, en France, c'est le COFRAC. Et donc, en l'occurrence, COFRAC, de la compétence d'une société dans le domaine donné. Donc, on est complètement dedans. La société, en l'occurrence, ça peut être un organisme de formation, une association, et ça peut être dans le domaine donné, en l'occurrence, ce futur référentiel national. Alors, ce qui ne change pas, le référentiel national assurera la continuité avec le décret qualité. Il n'y aura pas de rupture. Comme le disait François, on était déjà avec les produits que vous proposez assez près de ce qui va être demandé. Bien évidemment, à ce stade, on ne peut pas encore évoquer le contenu complet, mais ça, c'est une question de semaines, et qui permettra de démontrer qu'on était sur la bonne voie. On parle, entre autres, d'un critère en plus. En termes d'accréditation, donc aucun impact, comme je disais tout à l'heure, sur les OF, mais plutôt une harmonisation de pratiques entre les organismes de certification. Ben, ça a le mérite puisque nous, en tant que certificateur, on est aussi audité par le COFRAC pour un certain alignement de bonnes pratiques. Et il y aura un régime particulier qui sera mis en place pour les OF certifiés. C'est certain que les OF qui étaient uniquement data dockés par rapport aux OF certifiés, ceux-ci auront un temps d'avance, puisque par définition, les systèmes de management et les dispositions auront tourné. Donc, ce qui va changer, tout certificateur proposant une certification avec décret qualité devra être accrédité, ça c'est acté. Les nouvelles modalités de certification du fait de l'accréditation COFRAC seront définies dans les schémas d'accréditation à venir en 2019. Donc, nous comprendrons le choix d'une norme de certification, ces normes d'accréditation, je pense. Il y a une petite erreur, excusez-nous. La norme d'accréditation retenue c'est la 17065 relative à la certification de produits et de services. Par contre, vous savez qu'il y avait aussi la norme 17024 qui traite de la certification de personnes, puisqu'on a aussi, en l'occurrence dans le cas des CPF, des structures de monopersonnel, etc. Donc, il faut que tout le monde arrive à trouver son espace dans ces nouvelles accréditations. Donc, ça, c'est en cours de discussion. Alors, en fait, donc ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est qu'aujourd'hui, aucun certificateur n'est accrédité pour cette future certification. Ça, c'est certains certificateurs comme LRQA ont déjà par ailleurs des accréditations, donc ils sont déjà reconnus par le COFRAC pour une certification donnée. Donc, je te repasse la parole. Non, juste pour dire qu'actuellement, l'RQA est déjà accrédité 1765 pour d'autres produits. Donc, c'est que des extensions. Donc, c'est beaucoup plus facile et assez rapidement d'être accrédité sur le sujet. Deuxième idée très précise, alors là c'est lors de du dernier séminaire de Centre Info, c'est Stéphane Rémy de la DGEFP l'a dit, hein, donc il n'est pas contre le fait que ceux qui sont déjà certifiés aient un régime spécial qui leur permette de migrer en toute tranquillité vers le référentiel national. C'est un point très important pour les certificateurs comme nous qui ont un très grand nombre de certifiés, donc là-dessus on est très vigilant. Pour l'instant, pour rassurer ceux qui sont déjà certifiés, je rappelle hein, que les exigences, c'est le décret, et donc si on est conforme au décret, il faudra démontrer qu'on l'est. Il n'y a pas d'autre chose à démontrer. Hein, voilà, ça reste le décret. Voilà. Enfin, pour la certification de personnes, on a aujourd'hui le problème de 25 000 intervenants indépendants, intervenants personnes physiques, parmi les détenteurs de numéros de déclaration d'activité. On a aussi un recours très accru à la sous-traitance et on s'en rend compte aujourd'hui à travers les contrôles. La sous-traitance non maîtrisée a un impact sur la qualité de la formation très important, et aujourd'hui on a beaucoup de structures qui se montent et qui ne font que de la sous-traitance sans la maîtriser, et ça pose un problème de qualité à toute la formation professionnelle. Alors, voyons maintenant le planning.
Alors en fait, on a eu l'adoption du projet de loi. Là, on est en train de constituer France Compétences. Donc, on a eu la nomination du directeur. Aujourd'hui, on a l'organisation pour la certification professionnelle. Donc, tout ça se met en place. Plus directement, on nous a annoncé que début décembre, on aurait la présentation de la première version du référentiel national qui est en cours d'élaboration par le CNEFOP. En 2019, on va avoir la validation de ce référentiel national qui va être donc faire l'objet d'un décret. En octobre, on aura le lancement de l'application et le passage du CPF et du DIF en euros commencera début janvier. En 2020, on va avoir donc les commissions paritaires interprofessionnelles. On va avoir le changement du mode de financement des centres d'apprentissage. Bon, il y a une réforme importante des centres d'apprentissage. Vous savez qu'ils vont devoir être certifiés comme un organisme de formation. C'est la même chose pour les prestataires de bilan de compétences. Donc là, et les centres de formation d'apprentissage vont avoir un fonctionnement beaucoup plus simplifié parce qu'il suffira pour eux de recueillir un contrat signé par une entreprise et le financement sera garanti. Donc ça on va avoir un bouleversement d'activité des CFA et très certainement, il y a de nombreuses opportunités en la matière. Enfin, en 2021, donc au 1er janvier, tous les organismes de formation devront être certifiés et la collecte par l'URSSAF commencera. Alors, nous avons à l'ICPF fait une enquête, ça va vous permettre de vous situer. Ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que 1500 certifiés, ça a un poids très important. Lionel Soubéran, ex-président du SICFI, a dit en 2000, ça devait être en 2015, il a dit quant au SICFI, on sera 1000, on aura un poids. Bah, aujourd'hui, nous à l'ICPF, on est 1500 et je pense qu'on a un poids. Et ça représente quelque chose, notamment en termes d'information, de retour d'information qu'on peut avoir, c'est très riche. Alors, on a donc fait une enquête, 33% pensent que la réforme de 2014 a un impact positif sur leur activité. Le CPF sont 20% à percevoir un impact positif. Vous voyez, donc là, c'est assez faible. Et enfin, les critères qualité, en revanche, là, on a une majorité, 54% pense que ça a un impact positif. La réforme de 2018, on pense que l'impact sera neutre. Voilà, c'est pas tout à fait mon avis d'ailleurs, mais un impact qui est neutre. Sur l'évolution des missions des OPCA et des OPCO, c'est plutôt le sans opinion qui domine. Et enfin, l'obligation de certification, là, 98%, vous êtes favorable à l'obligation de certification, c'est peut-être normal, puisque on a interrogé des certifiés. Mais enfin, c'est significatif que, quelque part, c'est un mouvement positif qui est engagé de démarche qualité. Alors, je repasse la parole à Gilles, qui va nous parler des offres ELR. Donc, là aussi, c'est un petit peu rappel, parce qu'on a un petit peu une main courante par rapport au précédent webinaire qu'on a fait. Donc, par rapport à ce que je disais concernant le passage de l'ancien système au nouveau, c'est le processus d'audit qui nous permet d'y arriver en utilisant tout simplement un outil qualitatif très connu, la route d'Hemming et le PDCA. Donc, il y a toujours une organisation à définir. Avec le positionnement de la direction et l'engagement par rapport à cette démarche et des définitions de dispositifs et d'organisation. Le DOU, on regarde ce qui est mis en place. Ne pas oublier la mesure de conformité à travers le chèque et surtout quelque chose qui a été un peu évolutif au début des démarches des décrets qualité et qui a pris un peu plus d'ampleur et qui par définition prend tout son sens maintenant avec la certification accréditée, c'est la boucle d'amélioration qui est de plus en plus visible et attendue. Donc, concernant le LRQA décret qualité, donc on a deux produits
Donc, on reprend les 6 critères qui sont directement issus de la loi. Donc, sur la méthodologie, les moyens, les process, la compétence, la communication et l'amélioration. Par contre, nous, on a rajouté volontairement le critère 0 concernant l'aspect réglementaire, qui existait bien avant l'apparition du décret, mais qui était déjà en place. Et pour nous, c'est important. C'est important de faire un rappel de tout ce qui est réglementaire. Et nous, on appelle ça en anglais, c'est les licences pour opérer. Et donc, on vient après sur le deuxième produit, on a mis une matrice de référence de l'actuel 29990 qui permet de démontrer qu'on peut s'appuyer sur le décret tout en répondant aux exigences de l'ISO 29990. Puisque bien évidemment, avant l'apparition du décret, on avait des clients qui étaient 29990 et qui ont apprécié d'avoir ce produit un petit peu de transfert et de relais. Donc, les données sorties, donc pareil, pour se rapprocher très près de ce qui sera demandé dans un schéma qui sera accrédité, c'est un rapport rapport d'audit de système de management qualité avec une recommandation. La typologie d'écart, elle est déjà adaptée avec des non-conformités majeures, mineures, corrections, pistes de progrès. Pour juste quelques chiffres, 98% des clients qui se sont présentés à la certification l'ont eu, d'où l'importance de bien préparer et d'avoir des démarches accompagnées, parce que quelque part, une certification n'est pas qu'un empilage de documents, c'est quelque chose de structurant et structuré. Pour répondre à ça, nous avons mis en place deux checklists, une en amont de l'audit et une en aval de l'audit. Donc, ça veut dire qu'on est déjà prêt pour démontrer qu'on couvre toutes les exigences. Et donc, on a un certificat qui, à l'issue de cet audit, qui a été mis après un deuxième contrôle croisé, un certificat de conformité, donc qui est sans accréditation, mais qui est agréé avec NEFOP, qui est valable 3 ans. Donc, les retours d'expérience, la dernière fois, vous avez un petit peu parlé des retours en chiffres. Là, c'est plutôt des retours vraiment factuels. Donc, on a eu le plaisir d'avoir l'université Pôle emploi qui nous a sollicité pour cette certification décret qualité. Donc, c'est un audit qui était assez consistant, hein, puisque par définition, Pôle emploi, c'est un nombre important de personnes qui travaillent dans cette démarche. Donc là, c'est que la partie université Pôle emploi, bien évidemment. Et les retours ont été excellents. Le verbatim de M. Ehor, qui était le chef de projet, a dit très sincèrement, j'ai apprécié la confiance réciproque que nous sommes accordés. Cette expérience m'a permis de renouer avec plaisir de ces moments forts que l'on ressent dans une carrière, car avec une organisation, une équipe des personnes engagées, on franchit une étape majeure où on sent qu'il s'est passé quelque chose de fondateur. J'ai présenté la démarche hier au séminaire des concepteurs de formation. Ils se sont exprimés notamment sur le fait que cette démarche, enfin, donnait concrètement du sens à leur investissement et à leur effort de professionnalisation. Voilà, donc ça démontre que même si le décret, c'est quelque chose d'assez simple, ben, ça a été pris à sa vraie valeur par rapport à un organisme comme l'université Pôle emploi. Le deuxième, association Apogée, alors il a l'importance qu'il a parce que c'est le dernier qu'on a certifié, et donc même si ça n'a pas l'ampleur du précédent, les retours sont aussi excellents, avec un retour très positif sur la pertinence et la pertinence de l'auditeur, de toute l'organisation qui a été menée pour l'audit, et surtout la phase de support audit qui a abouti à la délivrance du certificat dans un délai très court.
Alors, la certification ICP-FPSI, à qui elle s'adresse? Nous, notre croyance forte, c'est que la compétence est toujours dans les personnes physiques, ce qui, paradoxalement, est une idée qui n'est pas partagée par tout le monde, notamment au sein de la gouvernance de la formation professionnelle, où, à ma grande surprise, j'entends parfois dire la compétence est dans la structure. Et quand on voit le fonctionnement de certains organismes de formation et ce recours massif et de mon point de vue abusif à la sous-traitance, on comprend bien qu'il y a quand même un problème en France par rapport à ça, sur ce recours à la sous-traitance et le fait que quelle industrie en France pourrait avoir ces spécialistes qui sont en dehors de l'entreprise et qui sont appelés uniquement pour faire une prestation de quelques heures. Alors nous, on s'adresse aux consultants formateurs entrepreneurs, aux salariés, aux consultants formateurs en portage qui mènent à tout à condition d'en sortir, et aux managers d'organismes de formation qui se lancent et qui veulent développer un organisme de formation. On s'assure de leur capacité à respecter les critères du décret et surtout à satisfaire le stagiaire et le manager. Vous l'avez compris, nous, on existe depuis très longtemps et on a toujours fait proposer des systèmes qui permettent à nos clients de se mettre en démarche qualité et surtout de valoriser leur qualité. Alors, notre référentiel repose sur 8 critères. On embarque au niveau du 5e critère le respect des critères du décret. Donc là, on a fait une partie qui est spécifiquement dédiée au respect des critères du décret. Donc, on va sortir pour les évolutions en 2021 et qui sera à part. On exige un code déontologique. On a une grande latitude sur les domaines d'intervention. On va simplement faire en sorte qu'ils soient pertinents et qu'ils aient du sens sur le marché. Sur les fonctions, on certifie 14 fonctions. Ça va du consultant formateur au concepteur en passant par le mentor ou le prestataire de bilan de compétences. Et on est très exigeant sur l'identité et la durée de votre expérience dans la fonction. On a 3 certificats aujourd'hui. Un agréé pour ceux qui ont une pratique de plus de 6 mois, un pour les confirmés supérieurs à 5 ans et un supérieur à 10 ans. Il semblerait qu'il y ait une petite erreur. Ah si, voilà, pratique entre 6 mois et 5 ans. Alors, cette certification, comment on fait pour vous apporter de la valeur? D'abord, on vous permet de vous mettre en démarche qualité. Certains de nos clients ont la formation comme activité secondaire. J'ai eu par exemple hier au téléphone un consultant qui intervient dans les transports à très haut niveau et qui fait une trentaine de jours de formation par an. Lui, ce qu'il veut avoir, c'est la certitude qu'il va le faire dans le respect de la réglementation. Et c'est ça qui va l'amener à venir à nous pour être sûr que ce qu'il le fait, il le fait de manière conforme. On vous fournit tous les ans un rapport d'évaluation qui vous donne vos points forts et vos points améliorés. Notre certificat est reconnu par le CNEFOP, il est valable 3 ans aujourd'hui. On vous fournit également un plan de communication. Toute notre démarche qualité se mène en ligne. Alors ça a été la révolution de 2016-2017, puisque depuis 20 ans, on travaillait sur des dossiers papier. On en a encore, on a 18 mètres cubes de dossiers papier. Donc on est bien content d'être passé au numérique. Et d'ailleurs, ça nous a permis d'être plus dynamique et plus interactif dans nos échanges avec nos certifiés. On a créé donc un club des certifiés qui est autonome, distinct de l'ICPF, donc qui a aujourd'hui une quarantaine de membres, et on s'est rendu compte que nos certifiés, ceux qui je dirais, connaissaient le succès, le faisaient parce qu'ils travaillaient en réseau ou dans des écosystèmes. Et le fait de connaître des consultants de valeur, c'est comme une assurance, ça avait un plus. Du coup, on a créé ça pour que nos certifiés puissent se rencontrer, échanger et faire développer leur activité ensemble. Enfin, on a des référents. La notion de conseil, elle est importante. Il faut savoir que le droit de la formation, c'est compliqué. Ça ne s'invente pas. Voilà, personne ne sait à sa naissance qu'il faut un règlement intérieur des formations. Ça s'apprend. Alors, je vous rassure, hein,
pour un consultant, c'est une journée de formation grand maximum pour connaître tout le droit de la formation et tout au moins l'appliquer. Donc, vous voyez, c'est à la portée de tous. Mais il est clair que ceux qui ne font pas cette formation seront dans une démarche purement réactive par rapport au droit. C'est comme si vous lanciez avec votre voiture sur la route sans connaître le code de la route et que vous le découvriez au fur et à mesure. Donc là, nos références sont là pour vous aider à apprendre et à maîtriser les contraintes et les nécessités, les exigences de la formation professionnelle et être à la hauteur de l'enjeu. Alors nous aussi, on a des retours d'expérience. Voilà, donc là, ce que je veux vous dire en vous montrant ce témoignage, c'est que aujourd'hui, ce qui attire, c'est vrai que le facteur qui attire le plus, c'est l'obligation, mais une fois qu'on est dedans, la plupart de nos clients se rendent compte qu'au-delà de l'obligation, il y a un vrai apport de ce que l'on fait, et c'est ce que je remercie Olivier Spinoza pour son témoignage. Alors, nous allons voir maintenant les stratégies notre stratégie et ce que nous, on peut vous proposer. Alors, pour le choix de la certification, je vais donner la parole à Gilles, qui va nous expliquer tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette planche, donc l'approche ICPF LR est très complémentaire. Comme on l'a signifié, ICPF travaille plutôt sur des monostructures, des URL, des consultants, qui permet dont le produit permet de répondre à ces besoins-là. Donc, vous avez un petit peu le cursus de ce qu'il faut faire sur cette planche-là, avec aussi les montants qui sont à titre indicatif, bien évidemment, et qui sont aussi consolidés à travers des demandes particulières. Avec un traitement de la demande très rapide et un audit globalement sous 3 semaines, 1 mois, et certificat dans le mois suivant. Côté LR, deux produits, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc un produit décret qualité simple, pareil sur les monocytes structurés, on a estimé avec un chiffre d'affaires de 150 à 350 kg, mais bon, la barrière elle n'est pas forcément figée, tout dépend de la complexité de la structure. Et donc, on effectue aussi, suivant le RQA des décrets qualité, un audit initial, alors qui peut être fait à distance ou sur site. Donc, par rapport à 2 ans d'expérience, on a fait 2 tiers d'audit à distance et 1 tiers d'audit sur site, à partir du moment où la structure est un peu plus compliquée et peut-être, comme dans le deuxième cas, reliée avec la 29 990. Et donc après, nous avons donc généralement l'audit dure une journée pour les structures, on va dire médianes, et donc toujours avec un temps de traitement court et un positionnement d'audit pour le dernier cas avec le 29-290 plus long, parce que par définition l'audit est un peu plus long à planifier par rapport à ça. Donc en fait, comme on l'indiquait jusqu'à maintenant, on a un peu le positionnement de tous les produits avec le référencement Datadoc. Donc pour vous situer, on a mis le nombre d'exigences, ce qui permet d'avoir une vraie échelle de valeur. Le décret qualité, l'RQA décret qualité à 27 exigences, la 29 90 47. Ici, pour certaines structures d'organismes de formation qui sont en 9001, on parle de 140 références. Donc on voit le palier qui reste à faire, qui va vers et la structuration et l'amélioration et la performance pour amener les organismes de formation vers la compétitivité. Alors, l'évolution, qu'est-ce qu'elle peut être aujourd'hui, l'évolution? Alors là, je le répète, là, pour que vous compreniez bien, on a fait appel au terme que vous connaissez tous, Datadoc. Donc, je répète, hein, ce qui est supprimé, ce sont les procédures internes des financeurs. Voilà, donc ça disparaît. Le Datadoc en tant que tel pourra d'ailleurs perdurer. Voilà. Ensuite, on aura le référentiel national avec 27 exigences et l'ISO 29990. On aura peut-être l'ISO 29993. On ne sait pas encore si le marché va aller vers cette norme ou pas et si avec LR on va décider de s'orienter vers cette norme ou pas. Et de toute façon, on aura toujours l'ISO 9001 qui est la démarche qualité d'organisation ultime.
Pour l'ICPF, on a aujourd'hui, vous avez cette comparaison, hein, l'ICPF, il y a évidemment un nombre d'exigences plus important. Pour le futur, on aura donc le référentiel national, une certification ICPF inscrite au COFRAC. Et alors là, c'est un projet que je porte depuis très longtemps, parce que je crois que la première fois que le président de l'ICPF m'en a parlé, c'était en 2005. Ce serait l'idée de faire une norme internationale du consultant formateur. Donc, j'en ai parlé avec mes homologues des autres pays. Ça fait au moins 10 ans que j'en parle. Donc, mais ça, c'est un projet. Et il y aura à terme une norme qui permettra donc de délivrer une certification de personnes sur la base d'une norme internationale, ce qui vous permettra de faire valoir votre professionnalisme dans tous les pays du monde, comme avec toute norme ISO. Alors, notre stratégie aujourd'hui, déjà, vous continuez à être référencé par tous les financeurs et les financeurs se rendent compte que plutôt que d'avoir à contrôler et à référencer par eux-mêmes, ce qui leur coûte de l'argent, des organismes de formation, le travail peut être fait par nous de manière beaucoup plus tranquille pour eux et beaucoup plus économique. On assure l'accompagnement de tous les certifiés lors du contrôle. Voilà, appelez-nous, on fait le point ensemble pour voir où est-ce que vous en êtes. N'oubliez pas que nous, on a garanti à un instant T votre capacité à assurer la qualité de vos formations, mais on ne contrôle pas toutes vos actions de formation. Donc là, dans le contrôle, vous avez 10 actions de formation à fournir. Soumettez-les-nous pour voir si ces actions sont conformes. On fait évoluer nos offres pour qu'elles répondent aux nouveaux référentiels. On va le faire au fur et à mesure qu'on aura de l'info sur ce nouveau référentiel. Donc, ce sera de manière transparente pour vous. On fera en sorte que cette mise à jour donc, soit la plus fiable et la plus fluide possible. Et on va continuer à vous proposer de nouvelles offres, des événements comme celui-ci, permettant de mettre en valeur la certification et les certifiés. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un record. Hein. On ne l'avait pas complètement prévu puisque on était limité à 500 participants et cette limite, on ne savait pas que ça allait bloquer à 500, donc il y a certaines personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. On va vous proposer des solutions en matière de certification professionnelle et des audits de performance. Alors pour... Ok, donc pour en matière de détermination de la stratégie, donc pour les certifiés, c'est renouveler et valoriser sa certification. Donc nous on appelle ça un écosystème avec un plan de communication adapté et précis. Mettre en œuvre des démarches d'amélioration continue, ça c'est le plus important, c'est un peu la raison d'être de la mise en place de ces dispositifs et de ces certifications. Monter en gamme en termes de certification et engager dans la certification des sous-traitants et partenaires. Comme le signifiait François, en audit, on constate qu'on utilise des prestataires qui ne garantissent pas complètement une sécurisation par rapport à tout ce qui serait réglementaire et dans une approche système. Donc pour les non certifiés, c'est rejoindre les 10% des organismes certifiés, vous voyez qu'il reste énormément de place, en structurant une organisation pour être en ligne avec l'exigence du décret qualité et continuer à bénéficier des financements. Et surtout, ne pas attendre 2000. Hein, on vient de connaître un petit peu la transition avec la 9001, 14001, où 40% des clients se sont un petit peu déchaînés dans les derniers mois de la date de transition. Et bien évidemment, on n'est pas forcément capable de servir tout le monde dans un délai très très court. Donc là, on a beaucoup de visibilité sur le schéma. Par définition, on sait très bien qu'on ne sera pas très loin de l'objectif final, ce qui permettrait de laisser personne un chemin et s'il y a des personnes, des sociétés, des structures qui sont en attente de certification, c'est le moment ou jamais. Et bien sûr, pour tous, explorer les nouvelles opportunités digitales, certification professionnelle, demandeurs d'emploi, obligations de formation, maintien de développement des compétences. On a beaucoup de demandes très, très variées et avec François, on discute continuellement sur des projets qu'on n'avait même pas, nous, forcément identifiés. Alors, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Donc là, on va prendre les questions. Sinon, là, vous avez nos coordonnées. Et donc, vous pouvez donc après nous appeler et
pour avoir plus d'informations. Et le lien en bas pour les consultants, les formateurs, ceux qui seraient intéressés par connaître leur éligibilité à la certification ICPF et PSI, on vous a mis le lien pour faire pour tester votre capacité à obtenir notre certificat. Alors, on va prendre une première question. Alors, alors, attendez, on s'organise un petit peu, excusez-nous. Voilà. Alors, je suis coach et intervenant en analyse des pratiques professionnelles. Certains de mes interventions font l'objet de conventions de formation pour une prise en charge via l'OPCA. Je suis référencé Datadoc. Comment me situer avec cette réforme? Eh ben, c'est très simple, il faut demander la certification ICPF et PSI et si vous êtes Datadoc, si c'est bien fait, ben vous l'aurez certainement. Tous les organismes alors une question de Marilyn Chérier. Gilles, si tu veux la prendre, tu me dis. Alors, tous les organismes de formation devront être certifiés. Quid des indépendants et du prix de... Ah ben, je vais la prendre celle-là. Et du prix des certifications. Par principe, la certification est une démarche volontaire. Alors, Madame Chérier, la certification est une démarche volontaire et on vous la propose depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait. Donc maintenant, c'est devenu obligatoire parce que l'État a décidé de ne plus financer sans qu'il y ait une certification. Donc en fait, la certification reste une démarche volontaire si vous êtes en mesure de vous passer des financements publics. Alors sur le coût de la certification, nous c'est si on amortit ça sur un an, sur 6 ans, ça revient à accompagnement compris à 40 € par mois. Donc je pense que un professionnel de la formation indépendant peut dépenser 40 € par mois pour sa certification. Bonjour, est-ce qu'un organisme encore non certifié Datadoc peut encore avoir un intérêt à obtenir cette certification Datadoc alors qu'une nouvelle certification va se substituer? Alors d'abord, il n'y a pas de certification de Datadoc, monsieur Alexandre. Il y a un référencement Datadoc. Alors, je pense que c'est pertinent si en cas d'urgence, parce qu'en fait aujourd'hui, et là vous voyez, je suis tout à fait objectif et impartial, c'est pertinent dans certains cas d'urgence ou dans certains cas ponctuels où vous avez une demande de financement, parce que c'est vrai que le référencement Datadoc est relativement rapide à obtenir aujourd'hui si vous passez par un spécialiste qui va remplir correctement votre dossier. Voilà. Maintenant, l'intérêt, si vous voulez, je dirais, durer dans le métier, c'est de vous faire certifier, d'obtenir une certification, oui. Bonjour, peut-on obtenir le décret qualité? Oui, vous pouvez, Madame Thévenin, vous pouvez obtenir le décret qualité. Vous pouvez contacter Virginie Fildier qui vous l'enverra. Qui contacter pour obtenir le certificat? Ça dépend. Si vous pensez que vous êtes une structure, c'est Virginie. Si vous pensez que vous êtes, si vous êtes un consultant formateur indépendant, c'est Madame Amouzougan. Bonjour, nous sommes actuellement référencés Datadoc. Doit-on faire quelque chose? Je passe la parole à... Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque part, bon, la certification la qualité est inéluctable, même s'il y a un petit peu de temps devant. C'est toujours les premiers arrivés qui sont toujours les premiers servis. Des fois, on dit le contraire en disant il ne faut pas payer les pots cassés, mais en fait, ça fait déjà 2 ans qu'on a l'expérience sur le sujet. Donc, bien évidemment, c'est dans la période intermédiaire un petit peu creuse entre les référencements de Datadoc et 2020 avec la certification accréditée qu'on peut travailler sur l'intermédiaire en proposant ces certifications de décret qualité dont on a parlé. Question suivante. Alors, tous les organismes... non, ça, on a déjà répondu à cette question. Alors, c'était la même. On va prendre
Bonjour, la checklist de... La loi a été publiée, mais le décret d'application est-il paru? Alors, les décrets sont en cours de publication au fur et à mesure. Voilà, donc là c'est en cours, mais tous les décrets sont pas parus. Ils devraient être courant 2019, ça devrait être le cas. Alors, par rapport à la réforme précédente, ça va beaucoup plus vite. C'est ça qui change. Voilà. Concernant la formation des formateurs reconnus CPF, va-t-elle devenir obligatoire? Alors, c'est pas vers ça qu'on s'oriente. Le rapport du CNEFOP qui date de décembre 2017 identifie le problème que pose la sous-traitance et les formateurs indépendants et le fait qu'il y ait un recours massif à la sous-traitance et aux formateurs indépendants. Dans les formations, d'ailleurs, j'intervenais dans une université à la formation continue, dans une formation de formateurs il y a 10 jours. Et le problème qu'ont ces universitaires aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est quasiment, aujourd'hui, on ne peut plus dire à un jeune qui est en formation de formateur qui va trouver un boulot de salarié comme formateur. On est obligé de lui parler de l'indépendance, du statut d'auto-entrepreneur, du statut entrepreneur. Alors aujourd'hui, ce qui fait que c'est pas la formation qu'on va rendre obligatoire. La question, c'est de rendre obligatoire la certification qualité, sachant il faut que ce soit une certification de personne, vous voyez, parce qu'on a, voilà. Donc ça, c'est plutôt la certification de personne qui va devenir obligatoire que la formation. Alors, relativement à l'enquête, ce qu'on va faire, c'est que l'enquête, on va vous l'envoyer, ça doit être possible. Voilà, donc on a noté votre nom, Madame Roncin, et on vous enverra l'enquête, comme ça vous verrez les questions. Alors là, j'ai une question pour Gilles. Y a-t-il nécessité de disposer d'un second décret qualité lorsqu'on dispose déjà du Datadoc? La différence, c'est des exigences supplémentaires. Hein. La Datadoc reprend 21 exigences et nous, sur notre LRQA décret qualité, on en a 27 et déjà on positionne un peu plus sur une partie système. Donc, on met la barre un petit peu plus haut, justement pour permettre d'aller vers cette certification accréditée qui sera effective dans 2 ans. Alors, on va prendre maintenant la question de Madame Flore Damien. Je vais la poser à Gilles. Alors, quel est le coût pour devenir organisme certifié? Et pouvez-vous confirmer, elle est facile celle-là, pouvez-vous confirmer qu'à terme, nous devrons tous être organismes certifiés? Donc, les cotations se font au cas par cas, donc en adressant les demandes à Virginie. C'est clair que globalement, on part sur une journée d'audit initiale et 2 visites de suivi dans un cycle de 3 ans. Donc, globalement, on parle de 3 visites autour de 1 000 € par rapport au coût. Ça, c'est sur la première partie de la question. La deuxième question, une fois qu'on aura le référentiel national en place, on mesurera le delta. Donc, nous, on a des outils qu'on appelle Gap Analysis qui permettent quand on a un changement de version ou une évolution ou une migration, de juste auditer sur la partie gap, sur la partie différence entre le précédent référentiel et sa nouvelle version. Alors là, une question de Madame Béatrice Antoine. Un organisme certifié ISO 9001, que devra-t-il faire de plus? Alors, ça dépend de quelle certification vous avez, ISO 9001, ça dépend de votre certificateur parce que dans un cas, il peut y avoir une certification ISO 9001 qui est identifiée et qui est sur la liste du décret. Donc, si vous avez celle-là, c'est un cas. Si vous ne l'avez pas, c'en est un autre. Dans tous les cas, au 1er janvier 2021, vous devrez avoir le certificat référentiel national, donc un certificat en plus, mais ce sera une simple, je dirais, ce sera une formalité, parce que là, vous devez déjà être en conformité par rapport aux critères du décret. La question de fond, c'est que
ce qu'on s'est rendu compte d'ailleurs, hein, c'est que l'ISO 9001, c'est la démarche qualité, mais ce que l'État a demandé, c'est la conformité aux critères du décret, c'est-à-dire la conformité à la réglementation. La réglementation française de formation professionnelle n'est pas dans la norme ISO 9001. La norme ISO 9001, c'est le système, et là, donc, il y avait des éléments qui sont, d'un point de vue qualité, des éléments d'entrée qui sont la réglementation en formation professionnelle. Une autre question, est-ce possible d'avoir l'enregistrement du webinaire? Oui. Alors, faut-il prévoir une baisse des financements en 2019? Alors, non, puisque les financements nets, c'est de l'ordre de 14 milliards. Donc, en revanche, c'est l'orientation des financements, et là, ça rejoint d'ailleurs une autre question qui est où est-ce que qu'est-ce qui va être financé? Et donc là, on a effectivement des financements qui s'orientent vers les demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est un point, vers les formations certifiantes. Et c'est sûr que les consultants formateurs qui avaient l'habitude d'intervenir en entreprise avec des financements pour faire un peu ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils pouvaient concevoir avec l'entreprise et les managers, ça va être un peu plus compliqué à financer. En revanche, si ces formations avaient de la valeur, l'entreprise les financera par elle-même. Ceux qui ont l'expérience de la formation professionnelle, et qui, comme moi j'ai commencé en 1988 en formation professionnelle. Bon bah, en fait, ces financements, c'était un appoint. On signait un contrat avec le client, et puis après un moment, on se disait tiens, si on faisait financer tout ou partie de cette formation. Et là, on allait à la chasse au financement. Alors après, le système a été un peu perverti puisqu'on a eu des organismes de formation qui sont arrivés et qui ont abordé le client avec le financement en disant ben voilà, on va faire une formation, elle est payée, tu as juste à la suivre. Donc ça, c'est clair que ce type de démarche, à mon avis, n'est pas promis à un grand avenir. Ou alors, il faut absolument aujourd'hui avoir une formation certifiante et qui va permettre de donner de la valeur aux salariés qui va la suivre. Mais par contre, la démarche qui consiste à faire des formations pour les cadres ou pour les managers, des formations complètement sur mesure, là, certainement, ce sera un peu plus dur pour avoir des financements. En revanche, l'enveloppe budgétaire qui va être consacrée au financement de la formation professionnelle va aller en augmentant. Ça, c'est voilà. Simplement aujourd'hui, ce que l'État recherche, c'est avoir un système qui garantit l'efficacité de la dépense. Et une fois que cette efficacité de la dépense sera garantie, là, on ouvrira les vannes. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution que la formation professionnelle pour faire évoluer les entreprises aujourd'hui et les salariés français. Il n'y a pas d'autre solution, quel que soit le pays. Il n'y a pas un pays où il y a un discours politique qui vous dit la formation ça sert à rien, il faut juste bosser et gagner de l'argent. Ça n'existe pas. Partout, que vous soyez au Kenya, au Japon, en Chine, on vous dit formation professionnelle pour développer l'économie, permettre aux entreprises d'évoluer, de se confronter à la concurrence internationale, aux salariés pour évoluer, pour garder leur emploi. Il n'y a que la formation professionnelle. Donc l'État a tout intérêt à la financer. On va prendre une dernière question. Doit-on attendre la sortie du décret pour entreprendre une certification? Question de Madame Sally. Alors, en toute objectivité, on va répondre non. Il vaut mieux le faire tout de suite. Sachant que là, on est dans la notion on attend. Donc, vous voyez, on attend. Alors, ce qui est sûr, c'est que plus on attend, plus la certification, c'est cher. Hein, parce que nous aussi, on vous attend. Et donc là, aujourd'hui, on vous prend un certain prix. Et puis plus tard, ce sera plus cher. Hein. C'est dans l'évolution de notre certification, nous, on a bien vu qu'on était capable d'augmenter nos tarifs pour faire face à une demande. Donc là, c'est vrai que, ce qui est objectif, c'est qu'aujourd'hui, se certifier aujourd'hui, vous pouvez le faire de manière, je dirais, simple, organisée, voilà. Après, il y a une notion de délai, une démarche qualité. Aujourd'hui, ce qu'on va devoir attester, c'est que vous êtes en démarche qualité. Et là, donc, il faut mettre en place une organisation, il faut montrer que cette organisation tourne. Ça prend quand même un certain temps. Donc, je dirais le délai, c'est quand même 3-4 mois hein, pour être bien en place. Donc, ça veut dire que là, vous avez jusqu'à, si on prend un délai raisonnable, vous avez jusqu'à juillet, août 2020. Voilà. Et après, il y a le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on a tous été complètement mobilisés sur toute l'année 2017. Tous les certificateurs, on était tous sur le pont, enfin ceux qui travaillent, hein, parce qu'il y en a qui ont
qui certifient quasiment aucune, qui n'ont pas de certifié, mais ceux qui qui travaillent, on était tous sur le pont. On a été tous sur le pont pour certifier 7000 organismes. Donc là, il y en a 40 000. Donc vous faites le calcul. Et à mon avis, il n'y a pas en France les ressources pour auditer et certifier aujourd'hui 40 000 entreprises en 1 an et demi. Donc c'est sûr qu'il y aura des tensions, des délais, etc. Et voilà. Donc il vaut mieux le faire maintenant. Voilà. Alors, dernière question. Quel est le périmètre couvert par la 29993? Gilles, le mot de la fin. Alors, le périmètre, en fait, c'est une norme de service, ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas d'aspect relatif à l'organisme, au système de management de l'organisme. C'est une norme qui est une évolution de la 29990 et qui a voulu se concentrer sur l'aspect, je dirais, du service de formation, des processus nécessaires à la mise en œuvre d'une action de formation de qualité. Quelque part, c'est un problème originel de la 29990, enfin un problème et puis une manière de résoudre le problème tel qu'il se posait à l'époque, hein, parce que ça remonte à plus de 10 ans hein, maintenant, la conception, l'idée de faire cette norme. C'est-à-dire qu'on avait voulu faire une norme qui soit à la fois une norme de service et à la fois une norme de système de management. Et d'ailleurs, bon, moi je suis dans la partie, donc j'y voyais toujours très clairement hein, sur ce sujet-là. Et donc quand on a lancé la 29990 en France, on a systématiquement proposé à tous les clients de faire les deux, ISO 9001 et 29990. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quelque chose de plus cohérent avec la 29993 et qui permettra de faire l'ISO 9001, de s'occuper de son système de management et de faire la 29993, de s'occuper des process de formation. Bien. Eh bien, écoutez, on a dépassé de 5 minutes, mais c'est un vrai plaisir. Je vais laisser le mot de la fin à Gilles. Moi, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Ok, je tenais aussi également à vous remercier. Donc, vous avez été très très nombreux, 500 participants. Donc, ça démontre l'intérêt de la chose, comme on dirait. On fait des webinaires régulièrement, hein, les deux structures complémentaires, comme on vous l'a indiqué, puisqu'il y a une actualité qui est très évolutive à travers le planning qu'on vous a montré. Je n'ai pas rebondi pour l'instant sur tout ce qui est ISO 29. Nous, on fait partie d'un groupe international, donc on a beaucoup d'infos d'une manière mondiale. Donc pour l'instant, l'ISO 29990 est assez disparate dans son besoin, dans son côté obligatoire. Il y a certains pays, d'une manière très, très étatique, qui ont décidé de la mettre en place. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Bon, ça fera l'objet d'une autre discussion sur le sujet. Encore merci à tous pour votre présence et votre contribution. Et n'oubliez pas de nous faire signe. Merci. Au revoir. Alors, pour toutes vos questions vont être analysées et elles seront traitées. Je vous en donne ma parole. Et je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour un futur webinaire.